Et c'est l'heure de la chronique psy de Nathalie Zage. Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des enfants cachés. Oui Rudy, mais pas des enfants juifs qu'on a sauvés pendant la Shoah en les cachant dans des familles ou dans des institutions chrétiennes. Vous savez, ceux qui sont devenus des chrétiens pour survivre pendant la Shoah et qui sont redevenus juifs une fois la guerre terminée et dont beaucoup d'ailleurs sont restés orphelins. Non, aujourd'hui, nous allons évoquer une autre population d'enfants juifs cachés, ceux qui sont nés après la Shoah, en Pologne, de parents juifs qui ont survécu et qui ont caché à leurs propres enfants qu'ils étaient juifs. Alors donc, il s'agit de se cacher après la libération des camps, après la fin du nazisme. Pourquoi et comment se cacher après cette période-là ? Alors effectivement, on est en droit de se poser la question, et c'est pourquoi on lira avec grand intérêt le livre de l'écrivaine polonaise prix Nobel de littérature, Agata Tuchinska, qui paraît aujourd'hui aux éditions de l'Antilope et qui a pour titre « Affaires personnelles ». Alors l'auteur mène une enquête passionnante auprès d'un groupe d'amis, nés comme elle dans la Pologne de l'après-guerre, de parents qui ont pour la plupart caché à leur progéniture leur véritable identité. Une progéniture qui va recevoir de plein fouet la dernière grande vague antisémite polonaise de mars 1968. Alors pourquoi se cacher après la guerre quand la Shoah est terminée ? C'est précisément l'une des questions de fond de ce livre. Apparemment, pour des raisons idéologiques, les parents survivants sont marxistes, ils ont combattu dans les brigades internationales avant la guerre, ils ont combattu les nazis pendant la guerre ou alors ils sont partis se réfugier en URSS. Au lendemain de la guerre, ils rentrent en Pologne. Ces survivants juifs marxistes sont des apparatchiks. Ils occupent des postes de pouvoir, ils dirigent des ministères, des services de propagande, des agences gouvernementales. Et pour eux, il n'existe plus de juifs, de catholiques, d'orthodoxes, mais uniquement des êtres humains et des travailleurs. On leur conseille de changer de nom. Alors je cite un passage du livre. « Camarade, tu as une bonne tête, tu t'appelleras Bogusz ». Dans la Pologne de l'après-guerre, ça sonnait mieux que Kaufmann. Alors on leur fabrique des faux extraits d'actes de naissance, des faux noms polonais, de parents, de grands-parents, etc. Mais voyez-vous, Rudy, j'ai une autre explication à leur dissimulation. Il faut savoir que jusqu'à la Shoah, 10% de la population en Pologne est juive. Ça veut dire que c'est 3 millions d'habitants qui vivent quasi exclusivement au sein d'une population culturellement homogène, dans des villages juifs, ce qu'on appelait les shtetl, ou dans des quartiers juifs des grandes villes. Ils évoluent dans des espaces où 90% de la population est juive. La langue est juive, le calendrier, le tribunal, l'école, le rythme de vie, la nourriture, le cimetière, tout est juif. Alors, au lendemain de la Shoah, 90% des juifs polonais ont disparu, assassinés dans le projet nazi. Plus de 3 millions de morts donc, et en fait, 100% de cette vie juive polonaise a disparu. Bref, les rares juifs survivants qui reviennent vivre en Pologne s'installent dans un vide juif sidéral. C'est comme si des terriens revenaient sur Terre après un voyage dans l'espace et que la Terre avait été détruite. Je pense qu'au fond, ces rares survivants cachent leur identité juive parce que, tout simplement, la vie juive en Pologne n'est plus possible et qu'ils refusent d'émigrer. Le problème, c'est que ce type de mensonge, Rudy, peut fonctionner à deux conditions. La première, ne pas avoir d'enfants, ne pas vouloir fonder une famille. Et la deuxième, que l'antisémitisme est complètement disparu. Mais ces juifs cachés ont des enfants et ils vivent dans un pays antisémite. Et ça craque. Alors là, je cite un autre témoin du livre. « Un jour, j'ai vu le passeport diplomatique de mon oncle. Un passeport à l'époque, c'était quelque chose. Et je l'ai ouvert et qu'est-ce que j'ai lu ? Prénom des parents, Meir et Scheine. Je me souviens. Maman était dans la salle de bain. Je suis rentrée en hurlant. « Vous vous foutez de moi ou quoi ?» Maman est restée bouche bée, comme mon père avant elle. Elle a essayé de minimiser. Ça doit être une erreur. Une erreur ? C'est là que j'ai tout compris. Alors que se passe-t-il précisément quand les enfants de ces juifs cachés apprennent leur véritable identité ? Eh bien, c'est une révolution intérieure, une redéfinition de soi. Pour certains, la sensation d'avoir enfin une réponse à une énigme existentielle jamais clairement formulée. Bref, des mécanismes psychologiques très complexes. La vague d'antisémitisme de mars 1968 en Pologne a eu un effet majeur. Il y a eu ceux qui ont récupéré une identité qu'on leur avait cachée,
et donc pour qui cet événement antisémite eut un effet paradoxal de libération, de refondation d'une identité retrouvée. Et ceux-là ont décidé de fuir et d'émigrer alors en Amérique, en Europe de l'Ouest ou en Israël. Et il y eut ceux qui ont définitivement rompu avec leurs ancêtres juifs pour ne pas quitter le pays dans lequel ils étaient nés, la culture polonaise, goy, dans laquelle ils avaient grandi, le pays auquel ils se sentaient appartenir. Pour apprendre un pan inconnu de la vie juive d'après-guerre en Europe, on lira cet ouvrage passionnant d'Agatha Tuschinska, Affaires personnelles, publié aux éditions de l'Antilope. Merci Nathalie Zajda.